Enfin, avant d'entrer dans le cœur de la problématique, j'aimerais expliquer très rapidement ce que j'entends par islam autochtone en Amérique latine. Islam autochtone, simplement, ça fait référence au processus de conversion collective ou individuelle, donc au fait que l'islam devient une réalité locale, non pas importée par des processus de migration uniquement, comme c'était le cas auparavant, mais également un processus créé par des conversions et par les descendants directs de ces convertis. Donc on peut parler de quelques communautés musulmanes locales, donc colombiennes, mexicaines, brésiliennes, qui interagissent avec des communautés musulmanes de migrants ou de fils et filles de migrants. Mais en réalité, la plupart des congrégations musulmanes dans ces pays sont mixtes, c'est-à-dire qu'on retrouve d'une part des migrants, des fils de migrants, et d'autre part des convertis. Par contre, on sent un processus d'indigénisation, d'autochtonalisation de l'islam, puisqu'il y a une certaine tension euh, qui se joue actuellement dans le processus de développement de communautés de plus en plus locales, de plus en plus autochtones. C'est-à-dire que si on va dans certaines villes en Colombie, comme Medellín, en allant dans une des deux mosquées, on va trouver au moins 70%, 80% de personnes colombiennes qui participent aux activités de la mosquée. Et une minorité de migrants ou de fils de migrants musulmans qui sont installés dans ces pays, avec certaines tensions qui passent un peu inaperçues à première vue, mais qui sont assez vives sur la question de l'autorité religieuse et la question de l'interprétation aussi des normes islamiques. Donc, pour, pour partir sur un exemple assez concret. On va dire que beaucoup de personnes colombiennes ou mexicaines viennent à l'islam par conviction ou par différentes motivations inhérentes à leur conversion. Et en entrant dans l'islam, elles rejoignent des communautés déjà établies, souvent menées, souvent dirigées par des personnes migrantes. Donc, par exemple, par des musulmans venus du Pakistan, du Moyen-Orient ou autres. Et au début, dans leur processus, pour elles, il s'agit d'un package qui combine islam, donc le discours religieux, à prétention universelle, donc où l'idée de race, d'ethnie, de différenciation n'a pas lieu d'être en théorie, mais avec en même temps un leadership étranger qui tend à imposer, en tout cas à présenter une norme ethniquement marquée, culturellement marquée, qui se fait présenter comme étant l'islam à première vue. Et après quelques mois ou quelques années, dans certains cas, il y a une remise en question de cet enseignement normatif culturel venu d'ailleurs par ces musulmans autochtones qui se posent la question de savoir en fait est-ce que l'islam doit être identitairement marqué? Est-ce que ce qu'on nous enseigne comme le vrai islam ou l'islam unique ou l'islam universel est-il la seule expression possible de l'islam? Et une fois que ces questionnements viennent de plus en plus importants dans ces communautés, on sent qu'il y a une remise en question du leadership étranger, avec, dans certains cas, une tentative de réappropriation ou d'appropriation tout court, disons, de l'islam en tant que système de discours et de pratique. Donc, excusez-moi, je m'embrouille avec mes slides. D'ailleurs, j'aurai pas de temps de tous les passer parce que 20 minutes, c'est un peu court pour faire le tour, mais je vais vous montrer les éléments principaux de mes recherches par rapport à ces questions. Et en fait, déjà, le cas d'Amérique latine est extrêmement intéressant pour étudier ces processus d'indigénalisation de l'islam et aussi parce que ce sont des pays qui présentent des proportions très importantes de conversion, de convertis au sein des congrégations musulmanes, contrairement au cas de la France ou en Europe en général. C'est-à-dire qu'au Mexique ou en Colombie, on trouve une majorité de mosquées qui abritent une très nette majorité de personnes converties ou des fils de convertis, ce qui permet de réfléchir sur les conditions de développement et d'affirmation d'un islam finalement autochtone. Et ce qui nous permet aussi d'étudier les interactions entre islam international, islam transnational venu d'ailleurs, imposé d'ailleurs avec des normes culturelles différenciées, et une tentative d'autochtonalisation, d'affirmation d'un islam indigène qui serait finalement géré par des figures locales.
C'est un contexte tout à fait particulier, donc, qui nous permet de se poser ces questions. Dans un premier temps, on remarque que l'Amérique latine est vue comme une nouvelle terre de Dawa, une sorte de terreau fertile par excellence pour la prédication, le prosélytisme. Dawa, ici, on peut l'entendre comme une invitation à l'islam, littéralement, mais ça implique des projets prosélytes. Donc, pourquoi une nouvelle terre fertile, entre guillemets? Parce que c'est considéré dans l'imaginaire collectif musulman de nombreux pays comme une terre vierge de présence musulmane vers laquelle il faut aller pour transmettre l'islam à ceux qui seraient intéressés de se convertir. Du coup, on voit une multitude d'acteurs musulmans de différents pays, de différents mouvements transnationaux, en passant du salafisme au soufisme, en passant du sunnisme au chiisme, et même la Ahmadiyya est présente. Donc, on a vraiment une large palette d'acteurs musulmans prosélytes qui sont partis sur le nouveau continent comme des missionnaires chargés de répandre l'islam. Mais la divergence de tous ces acteurs fragilise finalement le projet aussi de Darwa ou le projet de prédication religieuse parce en fait, elle implique une diversification des acteurs et relativise donc l'apparence universelle du message religieux. Parce qu'on voit que rapidement, il va y avoir des compétitions entre ces différents acteurs et les nouveaux musulmans convertis se heurtent à une divergence d'avis, d'opinions, de discours au nom de l'islam, et finalement une grande palette d'offres religieuses, ce qui fait que l'argument d'un islam unique et d'une umma soudée et unique sans différence ne tient plus par l'expérience de terrain. Ceci dit, cette divergence idéologique produite par la diversité des acteurs prosélytes étrangers permet aussi aux nouveaux convertis de se rendre compte que finalement, l'islam, au-delà du discours universel, a une diversité, a une large palette de manifestations et donc d'interprétations possibles. Ce qui va permettre finalement à certains de prendre en main leur parcours religieux et les pousser à réfléchir aux interprétations possibles en fonction du contexte. Ici, c'est rapidement dans le slide, j'ai cité quelques noms de mouvements qu'on retrouve à la fois en Colombie et au Mexique. On n'aura pas le temps de s'éterniser là-dessus, malheureusement, mais s'il y a des commentaires ou des questions, je serais heureux de revenir sur cette information. Donc là, vous avez une image de la mosquée As-Salam à Medellín, en Colombie, où vous avez des activités typiques de distribution de repas qui sont des activités sociales, caritatives, organisées pour les nouveaux musulmans en face de l'être ou les personnes fraîchement converties. Donc, on a toute une palette d'offres pour la darwa. Ici, comme vous voyez sur la deuxième image, vous avez des distributions de brochures dans les rues de la ville où il s'agit de présenter l'islam aux Colombiens en disant, comme vous le voyez sur la bannière, nous somos colombianos y también musulmanes. Nous sommes musulmans, mais aussi colombiens. C'est le message qui est prôné. Mais paradoxalement, dans ce cas présent, la mosquée est dirigée par un cheikh égyptien qui appartient à un réseau transnational égyptien et qui va véhiculer, avec le discours islamique, un ensemble de normes orientées, finalement, et particulièrement marquées, qui est le résultat d'un contexte particulier qui n'a rien à voir avec la Colombie. Donc, c'est une expression de l'islam salafiste égyptien, d'une partie, bien sûr, de l'islam qu'on retrouve en Égypte, ce qui n'est pas représentatif de l'islam égyptien, mais qui est une réalité islamique extérieure transplantée dans un contexte local, tout en développant l'argument qu'on peut être colombien et musulman, comme l'islam n'appartient à personne et est universel. Donc ici, on est dans un certain paradoxe euh, où vous avez déjà cet argument de l'islam autochtone, quand bien même la mosquée en question ne correspond pas à cette indigénalisation de l'islam, parce que dans ce cas précis, ce n'est pas un islam autochtone, c'est un islam transplanté d'ailleurs. Après, on voit que à partir de cet exemple de Medellín, il y a par ailleurs dans d'autres villes, dans d'autres communes, des communautés musulmanes complètement autochtones, c'est-à-dire qui sont gérées, mais aussi qui abritent
90, 95, voire 100% de musulmans autochtones, c'est-à-dire des Colombiens, d'ascendance colombienne. Ici, on a un cas très connu, enfin connu, pardon, dans le milieu particulier de l'islam colombien, qui est celui de la ville de Buenaventura, qui abrite une communauté afro-colombienne. Afro-colombienne parce que ce sont des descendants d'esclaves africains qui sont majoritaires dans cette ville et quelques centaines d'entre eux, donc c'est une très faible minorité bien entendu, s'est converti à l'islam. Et le processus remonte aux années 50, 60, 70 avec l'influence états-unienne de la Nation of Islam. Ensuite, la communauté est devenue sunnite et ensuite elle est devenue chiite en raison de l'implication de l'ambassade iranienne qui a été sollicité pour donner des fonds pour les aider. Et comme l'ambassade iranienne a participé activement au développement de la communauté, ces personnes musulmanes colombiennes, donc tous autochtones, se sont retrouvées affiliées au schisme iranien. Beaucoup ont étudié d'ailleurs en Iran avant de retourner en Colombie. Pourtant, on peut la qualifier d'autochtone en ce sens qu'elle est gérée par des leaders afro-colombiens intégralement et au fil des décennies, on voit participer, on voit éclore une indigénisation de l'islam, des discours et des pratiques, bien qu'elles soient affiliées au schisme d'obédience iranienne, duodécimain. Il y a une contextualisation des normes religieuses et des enseignements islamiques qui fait qu'on assiste sociologiquement à un phénomène très intéressant qu'on sent ancré dans le contexte local, qu'on sent vraiment lié aux éléments socioculturels afro-colombiens finalement. Donc c'est un cas intéressant. Ici, vous avez la photographie du responsable de la communauté, le Cheikh Mounir, et on retrouve, excusez-moi d'aller si vite, mais les minutes passent, on retrouve un cas assez similaire, avec ses différences malgré tout, au Chiapas, bien que plus connu. Il s'agit de la conversion massive donc, de quelques centaines d'indigènes tsotsil mexicains à l'islam par le biais de l'activisme communautaire de deux organisations musulmanes étrangères, espagnoles. C'était en 1995. Il y a eu plusieurs centaines de conversions. Aujourd'hui, la communauté a diminué parce que certains sont sortis de l'islam. Il reste à peu près 200 musulmans autochtones avec une scission en 5 mosquées. Donc, c'est énorme pour une communauté de 200 personnes. On a 5 congrégations qui ont chacune un discours religieux différent, influencé de l'étranger. Et plus tardivement, on retrouve une tentative d'appropriation de l'islam également, comme dans le cas de Buenaventura. Ici, vous avez une image d'une personne portant une calotte, mais aussi l'habit traditionnel en poil de mouton. Euh, Ce qui est intéressant dans cette communauté musulmane du Chiapas, divisée en 5 groupes, vous avez donc ces 5 mosquées, la première étant venue, l'originelle étant venue d'Espagne, du mouvement Morabitoun. Le leadership est étranger depuis le début jusqu'à ce jour. Donc ici, on ne peut pas parler d'un islam autochtone, bien que la majorité des fidèles soient des convertis tzotzil, indigènes. Mais on a aussi une mosquée sunnite salafi qui a fait sécession avec la première et qui est dirigée par une personne locale, quand bien même l'influence idéologique est externe. Donc il n'y a pas eu de contextualisation dans ce cas-là du discours religieux, mais on a cette origine locale il me reste 5 minutes, merci. Je viens de voir le message. Il y a cette origine locale dans ce sens-là du leadership. Après, une autre mosquée soufie est dirigée par un étranger, par un cheikh syrien, mais avec l'affirmation croissante de figures locales qui commencent à revendiquer une influence dans la communauté. Turk Süleymanji, c'est une influence et une gestion étrangère. Donc, on a autant de cas de figure différents, mais en venant au 6e groupe nouveau qui euh, transmet une vision plus syncrétique de l'islam, combinant des éléments de la foi antérieure, donc du christianisme, mais aussi des éléments ethnico-culturels, religieux, locaux des Tzotzil. On a une nouvelle forme de syncrétisme avec une volonté très forte de s'affirmer contre le leadership étranger de l'islam. Donc, autant d'événements, enfin, de manifestations différentes de ces interactions entre
influence religieuse extérieure et finalement tentative de réappropriation. Ici, pour les dernières minutes, je vais zapper quelques slides. On a différents mouvements, différentes évolutions finalement. À la base, on voit qu'il y a une dépendance de l'étranger dans les communautés de convertis, ce qui est bien sûr naturel, parce que quand on se convertit à une religion différente, éloignée, on part de zéro, on est dans un stade d'ignorance et on a besoin d'une guidance, et les guides sont généralement des étrangers venus de pays musulmans ou de pays non musulmans, mais qui sont déjà ancrés dans l'islam. Ici, on note un grand rôle d'organisations musulmanes étrangères, prosélytes, et aussi pour l'éducation. Mais à partir de quelques mois, quelques années après cette première phase, on sent des mécontentements de plus en plus nombreux et des réactions des nouveaux musulmans autochtones, donc des convertis ou des fils de convertis, qui souvent déplorent la confusion entre les éléments culturels étrangers enseignés au nom de l'islam et le discours islamique soi-disant pur. C'est-à-dire, d'un côté, on aspire à une religion universelle sans vouloir adopter une culture pakistanaise ou une culture arabe. Et ce sont des discours qui sont très répétés, que ce soit au Brésil, en Colombie ou au Mexique. Et finalement, quand ces mécontentements se transforment en réaction et non pas en départ de l'islam, parce que pour certains, à cette étape, ils vont sortir de l'islam étant déçus, d'autres vont revendiquer leur droit à être musulmans en essayant de se former, parfois à l'étranger, et en reprenant les rênes des nouvelles congrégations musulmanes et finalement, en participant à une réappropriation de l'islam, ici je veux dire la contextualisation des discours et des pratiques à l'aune des contextes de vie de ces personnes, ce qui permet, entre guillemets, de parler d'islam latino-américain en construction. Donc, pour passer à la conclusion, je pense qu'il me reste une minute, c'est ça? Oui, deux, trois, oui. 2, 3 minutes, d'accord. On a vraiment ces cycles qui se répètent dans plusieurs cas au Brésil, en Colombie et au Mexique, qui me paraissent tout à fait intéressants pour penser ces processus qui sont assez rares dans le reste du monde. Une image intéressante prise dans la mosquée de Cali et la mosquée de Buenaventura. Les deux ont des portraits des ayatollahs iraniens en raison de cette allégeance idéologique, religieuse plutôt, à l'islam iranien, chiite, mais aussi la figure de Malcolm X qui rappelle l'identité afro-américaine et la lutte pour les droits afro-américains et qui rappelle aussi son parcours de conversion de l'islam. Donc ici, on a une volonté de concilier différentes références tout en revendiquant de leur part, de la part de ces Afro-Colombiens, une question de revendiquer une responsabilité des communautés et un affranchissement de la tutelle étrangère. C'est un processus qui n'est pas noir ou blanc, mais qui prend quelques années et on sent la transformation, y compris dans les normes religieuses, comme la viande halal, le port du voile ou différentes interactions entre hommes et femmes, qui sont mis au second plan ou souvent négligé de la part de ces communautés musulmanes qui considèrent que cela n'est pas central dans l'islam et du coup ça ne doit pas interférer la vie communautaire dans ces pays de Colombie ou du Mexique. Là aussi, vous avez certaines images, je n'aurai pas de temps de passer, mais tous ces cas, toutes ces photos montrent une expression locale, autochtone de l'islam, sans présence migratoire, avec cette volonté finalement de développer une identité latino-américaine indépendante de l'étranger. Donc on sent une indigénisation de l'islam, surtout dans le contexte d'Amérique latine, pardon, où on ne doit pas oublier que le catholicisme est venu avec un projet missionnaire doublé d'un projet colonial et qu'aujourd'hui la venue plus récente d'acteurs musulmans prosélytes euh, peu soucieux de la contextualisation et peu soucieux du respect des réalités locales, peut mener à être perçu comme un autre projet colonial, comme une autre imposition d'un discours. Et cette indigénisation de communautés musulmanes mexicaines et colombiennes, justement, vise à prévenir et empêcher cette emprise étrangère, d'autant plus dans le contexte particulier de l'Amérique latine, où on veut la religion d'autrui, mais on ne veut pas forcément suivre ces modèles culturels venus d'ailleurs. Merci beaucoup. Je suis désolé pour l'empressement et disponible bien sûr pour les commentaires et questions.